Bonsoir à tous et merci d'être présents au grand rendez-vous de BB24. Nous passerons cette soirée en compagnie des invités profils tels que chargés de cours en tourisme et hôtellerie, dentiste, un expert en transport maritime et bien évidemment un styliste conseiller. On se retrouve juste derrière la météo pour bien évidemment les sujets à développer. Le grand rendez-vous de ce soir nous donnera confirmation de ce qu'on peut devenir professionnel de l'hôtellerie au Bénin. Les arguments seront présentés par Georges Legba, chargé de cours de tourisme à l'université d'Abomey-Calavi. La mauvaise haleine est une maladie. Bien évidemment, et paraît-il que cette maladie a plusieurs causes et autres maladies associées. Heureuse Danodé a invité un dentiste pour donc en parler sur ce grand rendez-vous. L'expert, lui, propose des pistes de fluidité et de rapidité en matière de gestion des camions au port de Cotonou. On le recevra dans un instant et nous serons également dans notre salon de mode aujourd'hui pour parler des pâtes d'œufs. Bien évidemment, c'est un mode vestimentaire ancien qui refait surface de nos jours. Alors, le grand rendez-vous, vous le savez, bien évidemment, c'est également le journal et ce sera à 19h45 avec Estelle Pazou, déjà en place pour les titres. Bonsoir Estelle. Bonsoir Assioum. Le grand rendez-vous de l'actualité, c'est tout à l'heure à 19h45. Quel en est d'ailleurs même le principal menu? Alors, nous avons 3 principaux sujets dans le journal ce soir. Quel est l'état actuel du marché du livre de jeunesse au Bénin? La rédaction de BB24 s'est penchée sur la question. Vous en aurez la réponse. Les rétroviseurs sont censés faciliter la conduite automobile et même s'ils reconnaissent leur utilité, très peu de conducteurs en font vraiment usage. Et puis, nous irons dans le Mississippi aux États-Unis où une clinique, encore appelée Maison Rose, pratique des avortements. Tous les détails sont à suivre à 19h45. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. Bien évidemment, à 19h45, donc, pour les détails. Le Bénin a juste lancé hier le e-visa, le visa électronique. On en parle ou pas? Non, on ne parlera pas certainement de ça, mais nous parlerons bien évidemment de tourisme. Comment devenir alors professionnel de tourisme au Bénin? Et là, pour en savoir un peu plus, les Autant Savants seront là. Allez, c'est Autant Savoir sur le grand rendez-vous. Autant savoir, ce soir, nous parlons de comment devenir un professionnel de tourisme et de l'hôtellerie au Bénin. En tout cas, sachez tout simplement que c'est possible.
puisqu'il y a des modules de formation qui existent au Bénin, tant chez le privé qu'au niveau public. Alors, pour parler de cela, nous allons suivre ce reportage qui nous présente en fait ce que c'est que l'hôtellerie au Bénin. C'est signé Herman. Juste un sac à dos, parfois une petite valise, et le touriste va à la conquête du monde. Visiter, échanger, consulter, découvrir, manger, dormir, son séjour se résume généralement à cela. Au Bénin, le tourisme génère environ 2,6% du produit intérieur brut et fournit à peu près 5,6% de la totalité des emplois. Les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration y prennent une part prépondérante. Le secteur de l'hôtellerie consomme beaucoup de personnes. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on prend tous les métiers porteurs, il y a beaucoup de ces métiers qui se retrouvent dans l'hôtellerie, notamment le tourisme. Quand on prend une période de 6 mois, en dehors des offres d'emploi relatives au commerce, à l'industrie et aux autres secteurs, l'hôtellerie occupe une grande partie. C'est un secteur qui est promoteur d'emploi. Et c'est ça que nous n'avons pas compris. C'est-à-dire que le tourisme était malade depuis l'indépendance. Selon les chiffres de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, 12% des offres et opportunités reçues pour le compte de l'année 2017 dans le littoral relèvent du domaine du tourisme et de la restauration. Les données sont presque élogieuses, mais il ne faut pas pour autant s'extasier. La formation reste une priorité afin de répondre aux standards internationaux. Il faut dynamiser ce secteur-là en formant énormément les gens, parce que rien ne vaut la formation. Si vous êtes formé, vous trouverez à faire la restauration, la cuisine, l'hébergement. Ça s'apprend. Et il y a une manière d'accueillir la clientèle. Si vous êtes bon, vous trouverez toujours les preneurs. Nous limitons à préparer tout simplement et à le jeter. Ça ne donne pas envie, ça ne pousse pas le touriste à aller découvrir, à vouloir même goûter. Donc à ce sujet, les ateliers de formation, la formation de nos cuisiniers sur l'aspect présentation, l'aspect diététique, leur mettre dans la tête qu'il faut limiter l'utilisation d'épices, de gras, de sucre et tout le reste. Le gouvernement du Bénin a défini le tourisme comme un des axes stratégiques de développement. L'idée est de présenter le pays comme une destination touristique privilégiée. Ces projets devraient représenter un investissement de 685 milliards de francs CFA et créer plus de 150 000 emplois. Des emplois qui boosteront à coup sûr l'effectif des hôteliers et restaurateurs. Oui, un milieu qui se professionnalise de plus en plus au Bénin. Parlons de comment devenir professionnel de l'hôtellerie et du tourisme au Bénin avec M. Georges Legbar, chargé de cours de tourisme et hôtellerie à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Kaba. Merci d'accepter notre invitation, de vous rendre disponible pour nos téléspectateurs. Bonsoir Néat Bello. Assim Gaba, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Aujourd'hui, c'est le violet qui gagne. Eh oui, le violet qui gagne. Qui gagne, tout simplement. Alors, nous parlons hôtellerie et comment est-ce qu'il faut donc se faire former en hôtellerie et tourisme au Bénin. D'accord, on parle encore hôtellerie. Hier, justement, on parlait de comment est-ce que l'hôtellerie pouvait permettre de résorber un peu le taux de chômage galopant sous nos tropiques. Aujourd'hui, nous parlons de devenir professionnel au Bénin. C'est possible. La question sera évidemment posée à Georges Legba. Je rappelle qu'il est chargé de cours de tourisme et d'hôtellerie à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir, Monsieur Legba. Merci encore d'avoir répondu présent à notre rendez-vous sur ce plateau. Dites-nous déjà, est-ce que c'est possible de devenir professionnel d'hôtellerie ici au Bénin? Je vous remercie pour m'avoir invité. En ce qui concerne le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, aujourd'hui, il est de plus en plus possible de devenir professionnel, quand bien même cela a commencé depuis des années, mais à un niveau un peu plus bas. Parce qu'il y avait déjà des lycées, il y a des lycées qui existaient. Le lycée de Kobe, par exemple, formait déjà
des gens à un niveau intermédiaire, niveau moyen. C'était dans les années 99-2000. Et ça continue. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les privés aussi ont des structures qui permettent de former jusqu'au niveau du diplôme de technicien. Ça correspond à quel niveau? Voilà, niveau bac. Ça correspond au baccalauréat. Et ça faisait de ces élèves qui étaient formés des techniciens, mais des techniciens qui n'avaient pas un niveau très élevé. Aujourd'hui, maintenant que le secteur est en train de devenir un secteur porteur et un pilier de l'économie nationale, nous avons l'opportunité d'élever un peu le niveau de ceux qui étaient formés. Et donc cela va maintenant jusqu'au niveau licence et master également. C'est ce que fait aujourd'hui l'université d'Abomey-Calavi. D'accord. Oui. Nous allons revenir un peu sur les contenus de ces formations-là, parce que si on doit parler d'une formation professionnelle, le contenu doit être adapté justement. Et on doit adapter l'offre à la demande, c'est sûr. Donc, avant cela, on aimerait revenir. Quelles sont les différentes sortes de formations en hôtellerie qui existent déjà au Bénin? Au Bénin... Les spécificités, justement. Oui, les spécificités, d'accord. Oui. Généralement, on forme les élèves pour être polyvalents. D'accord. Mais ils peuvent se spécialiser en cuisine, par exemple, ou bien en service en salle, ou bien en hébergement. Et cela leur permet d'être plus utiles dans l'entreprise touristique qui veut les utiliser, ou bien quand eux-mêmes ils mettent en place, ils créent leurs entreprises, par exemple dans la restauration, ils peuvent gérer une entreprise qui n'est pas très grande. Est-ce qu'on leur donne des notions de gestion? Parce que s'il faut gérer une entreprise, que ce soit à soi-même ou à quelqu'un d'autre, il faut savoir gérer. Le tout ne suffit pas de savoir cuisiner, de savoir gérer une salle, gérer une structure de restaurant. Il faut des cours de management. Si nous devons parler du niveau supérieur, la licence, au niveau de la licence, je crois que au cours de cette formation, on leur donne des cours de gestion. Il y a des modules sur la culture d'entreprise pour leur permettre de créer et gérer eux-mêmes leurs entreprises. Cela se fait et j'espère que nous aurons d'autres occasions pour mieux approfondir les modules de formation. On aura un format beaucoup plus élargi. Voilà, qui permettent de former ces étudiants-là. Sinon, j'étais en train de parler de ceux qui ont un niveau intermédiaire. Oui, au niveau des lycées. Eux, ils sont formés aussi pour pouvoir créer de petites entreprises de restauration, par exemple. Ou bien, lorsqu'ils sont sollicités pour travailler dans des établissements de niveau modeste, ils peuvent valablement diriger des sections de ces établissements. D'accord, que ce soit la restauration, la gestion de la salle ou l'hébergement. Au niveau de l'hébergement. Donc, ils peuvent être employés dans des hôtels à Cotonou déjà? Bien sûr, et ils sont même employés dans des hôtels. Dans quel genre d'hôtel? Parce qu'hier, quelqu'un nous parlait de petite hôtellerie. Ça dépend peut-être aussi du standing. Est-ce qu'on leur apprend à traiter les clients d'une certaine classe et tout? Bien sûr. Et lorsque vous prenez ces élèves, je ne vais pas parler des étudiants, ces élèves, ils peuvent valablement travailler et ils travaillent dans des hôtels de tous les standings. Vous voyez, même si c'est la petite hôtellerie, et ils peuvent répondre. Dans la grande hôtellerie, à force de travailler avec leurs aînés, les autres, ils prennent un bon pli pour pouvoir répondre à la demande de celui qui les emploie. Donc, c'est des gens auxquels on donne des aptitudes pour être capable de s'adapter à toutes les situations. Oui. D'accord, mais est-ce qu'il faudrait des atouts particuliers pour s'intéresser à ces formations? Quel devrait être le profil de ceux qui veulent venir à l'hôtellerie et au tourisme? Bon, celui qui veut venir à l'hôtellerie et dans le tourisme doit être d'abord endurant. Et pourquoi endurant? Oui, il faut vraiment être endurant. Parce qu'il y a des moments où vous devez faire des efforts physiques, parfois intenables, toute une journée ou bien sur 2 jours. Parce que tout dépend du rythme de la clientèle.
S'il y a une clientèle soutenue dans la journée, vous êtes obligé de tenir. C'est pourquoi il faut avoir une certaine aptitude physique. Mais souvent, il y a un certain roulement. Ce n'est pas la même équipe qui reste du matin jusqu'au soir. Habituellement, il y a un roulement, non, au niveau des équipes. Il y a des structures qui ne font pas de roulement. Très bien. Compte tenu du flux, vous pouvez en 1 heure faire le travail de 5 heures. Wow. Parce que compte tenu du flux, vous serez sollicité. C'est pourquoi il faut avoir une certaine attitude physique. Ensuite, il faut avoir le sens du goût. Si vous n'avez pas le sens du goût, vous ne pouvez pas répondre aux besoins de la clientèle. Parce que si vous êtes dans la restauration, par exemple, vous devrez être capable de définir le goût d'un client, qu'il soit nouveau ou ancien, et répondre à cette demande. Et lui faire des propositions en conséquence. Lui faire des propositions. Et si vous n'arrivez pas à le faire, cela va le détourner de votre entreprise. Donc, il faut avoir le sens du goût. Et l'autre chose qu'il faut avoir aussi, il faut avoir le sens de l'anticipation. Il faut anticiper sur la demande du client. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir. Est-ce que c'est des choses qui s'enseignent dans nos lycées ou c'est seulement sur le terrain que ces élèves-là, comme vous les appelez, découvrent justement qu'il leur fallait avoir tout ça? Et c'est des notions qui se donnent. Et lorsqu'on vous réveille en vous donne ces notions-là et que vous avez déjà des aptitudes, ça réveille votre aptitude. Si. Et vous arrivez à focaliser votre attitude sur la découverte du sens du goût. Parce que généralement, quand on ne vous dit pas ce que vous devez faire, vous pouvez avoir des aptitudes et ne pas pouvoir affiner. C'est ça le problème fondamental. Oui. D'accord. Oui. Donc, vous avez parlé d'endurance, vous avez parlé d'une question de goût, oui, d'accord, et un sens de l'anticipation. De l'anticipation. OK, oui, d'accord. Au niveau de la clientèle. De la clientèle. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui au Bénin, donc on peut avoir un diplôme de technicien, c'est-à-dire un DT, c'est ça? Un diplôme technique? Au niveau du Bénin, oui. Depuis plusieurs années, on peut déjà avoir un certificat d'aptitude professionnelle au niveau des enseignements secondaires CAP. Oui. On peut déjà avoir un DT qui vaut au bac. Aujourd'hui, on peut avoir la licence. La licence. Le master. Et ensuite, le master. Pas encore le PhD en hôtellerie ou en tourisme. Et ça viendra. Nous avons peut-être déjà des doctorants qui sont en lice pour avoir ce titre de PhD. Quand on en aura, on en reparlera sur ce plateau. Mais déjà, dites-nous, est-ce qu'il existe des débouchés à tous ces apprenants? Parce que nous voyons quand même beaucoup de centres de formation aujourd'hui, surtout à Cotonou. L'université forme, le privé forme. Nous formons tous pour la même cible, finalement. Est-ce qu'effectivement, il existe des débouchés pour tous ces apprenants-là, qu'ils soient au niveau du primaire, du secondaire ou universitaire? En fait, il y a des débouchés. Et ce qui se constate aujourd'hui sur le terrain, c'est que la plupart des structures touristiques n'emploient pas des personnels qualifiés. D'accord. Or, si c'était mieux structuré, on pouvait leur exiger que le personnel soit forcément qualifié. Et je suis sûr qu'avec le nouveau gouvernement, nous serons obligés d'en arriver là parce que le gouvernement fait du secteur une priorité. Et si on en fait une priorité, ça veut dire que le service doit être de qualité. Et pour que le service soit de qualité, il faut un personnel bien formé. Bien formé. Donc, c'est pourquoi moi, je suis très ravi que beaucoup de structures s'impliquent dans la formation de ceux qui doivent désormais opérer dans ce secteur-là. Donc, il y a le débouché. Il faut seulement une question de restructuration du secteur. D'accord. Pour imposer aux entreprises touristiques de n'utiliser que du personnel qualifié. D'accord. Mais ils peuvent aussi faire former le personnel, déjà là. Oui, la formation sur l'État, ça peut se faire. Ça peut se faire et c'est même conseillé. La formation continue, c'est conseillé. Et s'il faut le faire, c'est pour que ce soit un personnel qui ait un bon niveau. D'accord. Généralement, on a constaté qu'aujourd'hui, dans les entreprises touristiques, la plupart, une grande partie du personnel n'a pas un bon niveau. On va chercher peut-être un cousin déscolarisé qu'on met dans l'établissement. On va chercher des gens qui ont échoué à l'école dans l'établissement. Cela t'éteint sur le niveau de qualité des services.
Un niveau de qualité de service qui se doit d'être à la hauteur de tout cet engagement qu'on porte au secteur. Merci à vous, professeur Legba. Donc déjà, j'informe les téléspectateurs que nous aurons un forum de 52 minutes sur tout ce qui se fait en termes de formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Nous aurons le professeur Laurentov, vous le connaissez, vous l'avez vu hier sur ce plateau, et le professeur Legba également, Assome Gaba. Merci beaucoup à vous, Agnès Bello, pour tous les détails et les annonces également que vous avez eu à faire. Merci également à vous, Monsieur Georges Legba. À très bientôt sur le plateau de BB24 et sur le grand rendez-vous pour toujours informer les téléspectateurs. Nous allons nous rendre au port, tous doucement, oui, pour parler de la gestion des camions au port de Cotonou. Des pistes de fluidité et de rapidité seront donc proposées par l'ESPER. L'ESPER aujourd'hui propose des pistes de fluidité et de rapidité en matière de gestion des camions au port de Cotonou. Il s'appelle Damien Arouan Dokun, expert en transport maritime. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Alors, pour aller directement et droit au but, quelle analyse faites-vous des longues files de camions en attente d'entrée au port de Cotonou? Ok, monsieur le journaliste, d'abord je tiens à vous remercier pour cette marque de confiance que vous avez eue en moi en m'invitant par rapport à la gestion des camions dans l'enceinte du port. Oui. D'abord, laissez-moi vous dire quand même que depuis plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, la gestion des camions dans l'enceinte du port constitue un bourreau d'étranglement. C'était une équation vraiment très difficile à résoudre, ceci avec comme corollaire la congestion dans l'enceinte du port. Okay. Nous avions remarqué quand même qu'il y a un effort qui a été fait, ou qui est en train d'être fait par le gouvernement actuel par rapport à la sécurisation de la gestion des camions dans l'enceinte du port. Qu'est-ce qui créait donc cette congestion-là? Bon, ce qui crée la congestion, c'est ça que peut-être j'ai commencé à le dire. Vous savez, dans un passé récent, les camions rentraient dans l'enceinte du port sans même être appelés. Et aujourd'hui, avant de rentrer, ne rentre pas dans le port avec un camion qui veut aujourd'hui, mais qui dispose vraiment d'une fret. C'est-à-dire, quand vous voulez rentrer dans l'enceinte du port aujourd'hui, il faudrait nécessairement que vous allez chercher une marchandise à l'enceinte du port. Et après avoir rempli toutes les formalités, bien sûr, vous êtes autorisé à rentrer pour aller chercher votre marchandise. Alors, si je comprends bien, il y avait des camions qui entraient juste pour chercher après donc des marchandises à charger. Bien sûr, c'est une fois dans l'enceinte du port maintenant que les gens cherchent le fret. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Alors, et vous pensez que ce changement-là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a moins de files en attente à l'entrée du port de Cotonou? Oui, bien sûr. Et d'abord, beaucoup de réformes sont en train d'être faites à ce niveau. Et comme je vous disais un peu, je vous fais un peu la procédure. C'est-à-dire, quand vous disposez d'une marchandise dans l'enceinte du port, automatiquement, si votre marchandise est liquidée par un inspecteur de la douane, il y a comme le guichet unique. Le guichet unique, c'est-à-dire qui est un centre commun de la formalisation des trucs là. Oui. Vous disposez d'une plateforme. Le transporteur dispose d'une plateforme où il peut aller cocher les identités, ce qui ressort de ses prérogatives. Donc, après avoir coché pratiquement toutes ces identités, il forme une demande. Et c'est sur cette demande qu'il essaie de remplir les formalités. Quand il remplit toutes les formalités, maintenant, le transporteur peut appeler pour dire maintenant que bon, votre marchandise est prête dans l'enceinte du port. Et c'est là que le camion se positionne. Il rentre dans l'enceinte du port par l'entrée numéro 5, l'entrée des camions. Il passe par un grand parking qui est aménagé pour la circonstance, le parc des 250 camions. Et maintenant, il se dirige automatiquement vers le terminal indiqué où charger sa marchandise. Et c'est après cela qu'il peut sortir. Oui. Alors, peut-on dire aujourd'hui qu'au port de Cotonou, tout va bien en matière de gestion des camions?
Bon, on ne saurait dire que tout va bien, parce que tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Que reste-t-il à faire donc? Bon, il faut toujours d'abord garder la veille portuaire, que la veille portuaire soit de mise. Et il faut vraiment assurer la sécurité, surtout dans l'enceinte du port, et que vraiment continuer dans cette optique de pouvoir vraiment informatiser et pratiquement toutes les entrées des camions. Quand vous parlez de veille portuaire, c'est quoi en réalité? Non, la veille portuaire, c'est quoi? Vous savez, juste à l'instant où je vous parle, on ne saurait dire quand même que un camion peut rentrer frauduleusement dans l'enceinte du port. Juste à l'instant T, c'est impossible. Okay. Donc, il faut toujours garder la veille au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire c'est des gens qui sont à l'entrée, il faut suivre les choses parce que n'oubliez pas qu'il y a eu la vidéosurveillance au niveau de l'entrée 5. Donc, il faut toujours garder cette veille et suivre les choses dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Oui. Alors, vous avez parlé d'informatisation de la gestion donc des camions au port de Cotonou. Bien sûr. On est à quel degré d'informatisation selon vous? Bon, vous savez, nous sommes dans un pays qui n'est pas... on ne connaît pas un haut débit en matière d'informatisation des choses. C'est maintenant qu'un effort par le gouvernement présent est en train d'être fait. Oui. Je pourrais dire au moins à plus d'une 50%, 60%, les choses sont quand même informatisées. Sont quand même informatisées. Bien sûr. Et aujourd'hui, cette informatisation, bon, je dirais cette dématérialisation progressive de la gestion des camions au port de Cotonou a amélioré la fluidité, vous pensez, et la rapidité? Bien sûr. Vous savez, la congestion dans un port n'est pas du tout une bonne chose. D'abord, en matière de compétitivité, en matière de flux, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas une décongestion dans l'enceinte du port. Vous voyez? Donc, il faut vraiment, comme je vous ai dit, garder vraiment la veille portuaire et remettre les gens au travail. Et remettre les gens au travail. On a constaté qu'entre-temps, il y avait quand même, je pense que ces dispositifs-là sont toujours là, où il y avait des chemins de fer qui entrent au port, qui permettent quand même aux trains d'entrer, de charger en même temps des marchandises. Il y a aussi les camions qui font aussi leur chargement et déchargement de ce côté. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment d'actionner, et c'est pas ce côté-là, pour que les camions, le nombre de camions que reçoit le port de Cotonou diminue pour que le train puisse être... Merci de m'avoir posé cette question. Vous savez, nous sommes à l'ère de la rupture. Oui. D'abord, du passage, je profite d'abord le président de la République pour vraiment son expertise en la matière. Vous n'êtes pas sans savoir actuellement qu'on est en train de tout faire pour que quand même les chemins de fer reprennent. Quand vous prenez un port, il doit avoir, c'est le transport multimodal aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire, il doit avoir le brassage, c'est-à-dire le transport routier, le transport ferroviaire qui est indispensable dans un port. Actuellement, nous avions besoin du transport, c'est un impératif. Nous en avions besoin au port autonome de Cotonou pour desservir surtout les pays de l'Interland. Et d'abord, nous avions le port sec à Parakou qui serait désormais un pôle très attractif. Une fois que ça va désengager même le port, une fois que les camions viennent charger les marchandises dans l'enceinte du port, avec le train peut prendre ses conteneurs et c'est au niveau du Parakou qui serait désormais un pôle très attractif. Les transporteurs viendront chercher les marchandises à Parakou pour aller vers les pays de l'Interland. Ils viendront chercher... Ah oui, donc ça veut dire que quand on va actionner le chemin de fer pour permettre en place ce concept de transport multimodal, oui. C'est-à-dire que c'est Parakou qui sera le point focal. Bien sûr, le point focal, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un port vraiment qui dessert la plupart des pays de l'Interland. Donc, il va falloir vraiment aller très vite au niveau du transport ferroviaire afin de desservir vraiment correctement, effectivement, les pays de l'Interland. D'accord. Alors, avec la gestion confiée au port d'Anvers, que peut-on espérer en matière de gestion des camions au port de Cotonou? Bon, je pense que ça fait plus d'une fois que vous nous avez invités sur ce plateau. On en a déjà opiné. On nous avait opiné maintes reprises par rapport à la gestion des camions. Mais je vous dis pour finir qu'avec le PAI désormais,
et la gestion des camions serait très modernisée, et avec le PAI désormais, on va avancer plus au niveau de l'informatisation des camions qui n'est pas encore effective, comme je viens de vous le dire. Donc, c'est à peu près ce que je peux le dire. Mais dans ce cas, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait que de vieux camions ne puissent plus avoir accès au port de Cotonou? Oui, vous savez, quand vous référez à la loi de finances de 2018, on a exonéré les camions. Donc, le chef de l'État, si vous êtes un opérateur économique aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter des camions un peu neufs. Ceci peut-être pour, comment on appelle, pour dépolir le port. Il est bien vrai que ça aura un impact, mais je pense qu'il faut aller, il faut pas aller trop avec une vitesse. Il faut aller, comme on le dit, le mollo-mollo, pour vraiment, une fois pour de bon, assainir le port autonome de Cotonou. Le port autonome de Cotonou. Et pour revenir donc sur les pistes de fluidité et de rapidité au port autonome de Cotonou, vous proposez donc qu'on informatise davantage. Bien sûr. Alors, quelle autre proposition faites-vous pour que le port, quand même, que la gestion de ces camions-là soit vraiment chose facile pour que les acteurs puissent en réalité profiter et participer vraiment au développement de ce port? Oui, bien sûr, ça dit qu'il faut mettre l'accent sur la rigueur. Et c'est ce que nous observons dès à présent. Parce que quand vous êtes un camion, que vous rentrez dans l'enceinte du port, ça veut dire que, comme je l'ai dit au début, vous allez chercher une marchandise. Mais vous aviez 24 heures de temps pour charger votre marchandise. Okay. Quand vous dépassez le délai requis, vous êtes soumis à des pénalités, à des frais que vous allez payer. Si vous ne payez pas ces frais, ça veut dire que désormais, vous n'aurez plus assez dans l'enceinte du port. Alors aujourd'hui, avec l'état de notre port, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres améliorations à faire? Bon, les améliorations, il y a des améliorations dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs par rapport, par exemple, la gestion des navires. Il faut voir un peu du point de vue technique l'accostage et l'appareillage. Il faut mettre l'accent sur la sécurité et la sûreté, mettre l'accent sur la piraterie maritime, et mettre l'accent sur le niveau du stockage des marchandises dans l'enceinte du port. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, un mot à l'endroit des transporteurs, puisqu'ils sont très importants dans ce secteur-là. C'est les transporteurs de camions, surtout. Quelle attitude doivent-ils adopter désormais pour que cette gestion-là ou que cette fluidité-là soit de mise au port de Cotonou? Bon, je pense que d'abord les transporteurs constituent l'un des acteurs principaux du port, au port autonome de Cotonou. Il faut d'abord les sensibiliser, les associer et enfin maintenant les discipliner avec une certaine rigueur sur les modes opératoires quant à la gestion des camions. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'eux-mêmes, ils doivent vraiment se mettre ensemble et penser déjà à mieux organiser leur corporation? Bien sûr. Aujourd'hui, vous allez, excusez-moi un peu le thème, le monde du transport, c'est un monde un peu difficile à gérer. C'est un monde, je dirais même un monde très difficile. Donc, parce qu'entre griffes, on n'a pas vraiment des gens compétents dans le domaine. Ceux qui gouvernent ce monde, vous savez autant que nous, autant que moi. Donc, il va falloir d'abord dialoguer. Il faut dialoguer avec eux, les amener autour d'une table rase afin de leur expliquer les tenants et les aboutissants par rapport à la nouvelle donne qu'est donc la gestion des camions dans l'enceinte du port. Dans l'enceinte du port autonome de Cotonou. Merci beaucoup à vous, M. Damien Arouandokun. Je rappelle que vous êtes expert en transport maritime. Vous nous avez mis aujourd'hui sur des pistes de fluidité et de rapidité en matière de gestion des camions au port de Cotonou. Merci d'être venu. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et à très bientôt. Merci. Nous allons bien sûr quitter le port autonome de Cotonou et nous rendre dans notre salon de mode aujourd'hui avec John Médard. C'est beauté au pluriel.
Beauté au pluriel aujourd'hui de vieux, je dirais, d'anciens styles qui donc refont surface aujourd'hui. Et là, nous allons en parler. Et pour en parler, il y a déjà Océane Amoussou qui nous propose ce reportage sur les anciens modes. Regardez. C'est un air de retour vers les temps anciens. Des pantalons patte d'œuf, des coupes de cheveux afro, les anciennes modes qui refont surface aujourd'hui sous un autre design. C'est également le retour du pagne avec sa revalorisation dans l'univers de la mode. Ailleurs, dans les autres pays, ça se fait. Par exemple, le Nigeria. Je les vois habillés en tenue locale, c'est une bonne chose. Eux, ils aiment valoriser leur culture. Il faut aussi que nous, les jeunes filles, nous apprenions à nous habiller comme nos parents l'ont fait dans le passé. En fait, c'est ça la femme africaine. Ça met en valeur la femme africaine. Et bon, ça permet aussi à la jeunesse d'aujourd'hui de savoir s'habiller correctement. Et ça évite à certaines jeunes filles de porter de n'importe quoi. Rivalisant avec le tissu occidental dans plusieurs pays, le pagne nourrit la créativité des designers africains avec à la clé différents modèles qui rappellent les années 50. La mode, déjà par définition, c'est un éternel recommencement. Donc vous pouvez déjà voir dans les designs, dans les matières, dans les motifs, dans les coupes que ça revient. Ça revient et ça reviendra. Donc par essence, la mode, c'est ça les tendances. C'est les tendances qui ont vécu, qui reviennent, peut-être sous une autre forme avec de petites modifications, avec des petites couleurs. Bref, ça revient, mais ça ne revient jamais de façon brute. Il y a toujours une petite touche nouvelle qui accompagne. C'est sûr que cette tendance qui a commencé va perdurer parce que c'est riche en couleurs, c'est riche en design. Il y a tellement beaucoup de choses à faire avec que la richesse là-dedans est intarissable. Donc il faut reconnaître qu'à un moment donné, les gens en ont marre. Et quand on cherche de la couleur, on pense pagne. Aujourd'hui, la mode est beaucoup plus colorée, est beaucoup plus dans la féerie. Ce n'est pas que ce n'est plus le design seulement, mais c'est les couleurs, d'accord? Donc on peut dire qu'on est dans l'ère des couleurs. Et quand on pense couleur, comme je l'ai dit, on pense pagne. Ensemble tailleur, jupe, robe, veste et pantalon, le pagne permet d'apprécier la beauté, l'élégance et l'originalité africaine sous un autre jour. Avec cette revalorisation du pagne, c'est l'identité de tout un continent qui est ainsi promue à travers le développement de sa culture. Vous avez donc constaté que de vieux styles font surface tout simplement et qui sont de retour. On s'explique cela avec l'aide de John Meda Sedokou. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'être là, John Meda. Merci. Alors, doit-on comprendre tout simplement que la mode est un éternel recommencement? Oui, comme je l'avais dit longtemps, la mode est réellement un éternel recommencement. Mais pour mieux comprendre cette expression, il faut déjà comprendre que la mode évolue selon les besoins de l'homme. Puisque nous avions quitté d'abord la nudité. De la nudité, on est allé à la vertu. De la vertu, maintenant, on est allé à la mode. Et de la mode, on est à la mode contemporaine. Alors, les hommes ont compris un jour qu'il faut qu'ils s'habillent dès qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont humains. D'accord? Alors, le premier rôle d'abord du vêtement, c'est d'abord se protéger. D'accord? Donc, ils ont senti ce besoin-là de se protéger. Donc, du coup, ils ont commencé par utiliser les feuilles, les écorces pour se protéger. Et du coup, lorsqu'ils ont commencé par être pêcheurs, par être cueilleurs, alors ils se sont dit, alors il faut mieux se vêtir, puisque là, la mode est devenue plus abstraite. Il faut reconnaître aussi que ce qui a beaucoup plus impacté la mode, c'est les religions. Ok. D'accord? Et ça se voit aisément. Lorsque vous voyez la plupart des religions, ça va avec une mode donnée, ça va avec une manière de s'habiller. Donc c'est le côté abstrait de la mode qui est né à partir des religions. Donc, alors, ceci étant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a remarqué que depuis la mode des années 90 revient. En tout cas, surtout en 2018-2017, la mode des années 90 revient. C'est tout à fait normal. Parce que tout simplement, ça revient comment? La forme hideuse de la mode 90 ne revient pas. Mais on tire de tout ce qui a été de beau
des années 90 à aujourd'hui. Alors c'est pour ça que vous allez revoir, en parlant des parures, des chaussures, ce que portaient les Spice Girls avec les on a revu les Georges Gambo. Voilà, donc au fait c'est ça, ça revient mais sous une autre forme beaucoup plus chic, beaucoup plus glamour. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la matière, le pain. D'accord. Le pain, déjà, il faut l'avouer, c'est le coton. Qui parle de pain, parle de coton. Et depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, l'homme a commencé par utiliser le coton pour se vêtir. Sous d'autres formes, peut-être pas en matière de pain, mais ça veut dire que c'est une vieille culture. Et on peut déjà être fier de ça en tant qu'Africain parce que la civilisation égyptienne nous a prouvé que ce type de mode, elle est purement africaine, elle est égyptienne, d'accord? Donc c'est déjà une fierté pour les Africains de se sentir, parce que berceau de l'humanité, mais berceau de la mode mondiale. Alors le pain aujourd'hui est utilisé et pas tous les Africains pratiquement, mais aujourd'hui on impacte également la mode européenne occidentale. Lorsque vous voyez Rihanna en pagne, lorsque vous voyez Beyoncé en pagne, ça veut dire que nous avions conquis. C'est une autre forme de conquête que l'Afrique est en train de faire. Parce qu'entre-temps, il y a de là 50 ans, 60 ans, on voyait donc les packs d'EF, c'était donc des années 80, les anciens artistes, les rockers, voilà, ceux qui faisaient le rock les James Brown, les bluesmen et tout ça, voilà. qui mettaient ça. Et donc, nos artistes également ont copié cela ici. Ça a commencé en 2000. En 2000, ce type de mode est revenu. C'est revenu, voilà. La naissance du coupé décalé avec Doug Saga, où vous avez des jeans en bandef. Et puis ça a continué jusqu'en 2000, c'est pas 2005, 2008, comme ça, ça s'est arrêté. Et puis nous sommes entrés dans les slim. D'accord. Donc, au fait, c'est pour dire que la mode évolue selon les besoins du temps. Alors, c'est de la même manière, comme je l'ai dit, c'est un éternel recommencement. Selon des ères, selon des années qui sont passées, nous revivons d'une autre manière et cette mode-là qui va revenir. Oui. Alors, est-ce que c'est cela que les gens appellent old school? Il faut distinguer plusieurs types de mode. OK. D'accord. Vous avez, chez nous, il y a d'abord la haute couture. D'accord, qui est un type de mode. Vous avez les PAP, c'est-à-dire les prêt-à-porter, qui sont également un autre type de mode. Et puis, le old school, ce que nous portons tous les jours, c'est-à-dire les slim. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Lorsque vous prenez par exemple la haute couture, ça a eu un déclic à partir des années 1945. C'est-à-dire que lorsque la Deuxième Guerre est finie et que les femmes ont pris le pouvoir, en fait, ça, il faut le reconnaître. Okay. Parce que après, pendant la guerre, les hommes sont allés à la guerre et ont laissé la charge de la famille, les besoins de la famille aux femmes. Alors, les femmes se sont retrouvées à faire les métiers d'hommes et à se comporter en hommes. Alors, une fois que la guerre est finie, quand les hommes sont rentrés, ils se sont rendus compte que les femmes ont pris le pouvoir. Alors, et le créateur qui a mieux symbolisé ça, c'est Christian Dior, qui a dit, alors, je vais embellir la femme. Alors, Dior veut dire Dieu est or. D'accord. Il a embelli, il a rendu la mode à l'époque là aux femmes et il a dit que la femme est en or. Pour cela, je vais l'embellir, je vais le couvrir d'or. Et c'est là que les parures sont ont été beaucoup plus utilisées dans la mode. Donc c'est pour vous dire que selon chaque époque, selon les besoins, ça revient. Alors chez nous, il y a quelque chose qui est revenu. Il y a que le pain est revenu pleinement, mais il y a surtout le pain tissé qui est revenu. Ça, alors, vous allez voir que dans tous les grands pays africains, le pain tissé aujourd'hui fait son show, son comeback. Alors, il y a déjà le faso d'Anfani depuis 1986. L'État burkinabé a décidé de faire la promotion du pain tissé. Mais aujourd'hui, on peut même dire que cette promotion est en train de connaître un essor pas possible. Et à côté du pain tissé, vous avez le coco-dunda, qui est un autre tissu, on en a aussi ici, c'est un peu comme les indigos, qui ne valaient vraiment rien, mais qui, grâce à un des créateurs burkinabés qu'on appelle Bazemse, qui a cousu ça à la première dame, et elle a porté ça pour la première fois pour une interview. Du coup,
Les gens se sont dit, mais si la première des femmes burkinabées peut porter du Coco Ndunda, ça veut dire que nous tous, on peut le porter. Et le président burkinabé s'en est mis dedans. Et lui aussi, la personne de Monaco est venue dernièrement à Ouaga. C'est le cadeau qu'il lui a offert. Et il était bien sûr en Coco Ndunda. C'est pour vous dire, au fait, c'est comme ça que la mode évolue. Il suffit juste que certains grands hommes commencent par s'habiller comme ça, que ça devient tendance. Voilà. Donc le pain tissé aujourd'hui est revenu. Chez nous, nous l'avons rebaptisé le kanvo. Le kanvo. Donc aujourd'hui, le kanvo est très frisé. Beaucoup en portent et c'est vraiment avec grande fierté parce que c'est rendu beaucoup plus fin. Ce n'est plus le kanvo à l'état Botou, c'est dur, c'est lourd, ça donne de la chaleur. Le kanvo est fin aujourd'hui et tous les créateurs béninois s'y ont mis. Et puis je crois qu'ils ont choisi même le 31 juillet, date symbolique pour fêter. Le kanvo. On espère bien qu'on sera à la célébration de cette année. Ben, il est l'heure d'aller au journal. On va revenir tout à l'heure à vous, monsieur John Médard Sédokon. Pour le moment, il est l'heure du journal. Il est 19h45 sur le grand rendez-vous. C'est le journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal du soir sur BB24. Le marché du livre de jeunesse est-il toujours d'actualité au Bénin? C'est la question de la rédaction de BB24 à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À suivre la réponse. Ils sont censés faciliter la conduite automobile, mais quand ils ne sont pas absents, les rétroviseurs ne servent pas pour la plupart du temps à leur fonction. Ils sont à la limite de simples gadgets. Dans le Mississippi, aux États-Unis, la Maison Rose pratique encore des avortements dans cette région pourtant très conservatrice. Le livre et le droit d'auteur étaient hier 23 avril à l'honneur. De par le monde, l'événement est célébré pour reconnaître la valeur des œuvres littéraires. À l'occasion, BB24 s'est intéressé au marché de la littérature de jeunesse. Nous avons donné la parole à quelques acteurs de la chaîne du livre. La substance dans ce reportage d'Anthony Alaka et Herman Rodrigue Amégan. Dans cette panoplie d'ouvrages, ici dans les rayons de la bibliothèque de l'université d'Abomey-Calavi, précieux, jeune étudiant fait son choix. J'aime bien les ouvrages de jeunesse, surtout les romans policiers où c'est pas souvent facile de retrouver le méchant parmi les bons. Les œuvres de jeunesse, des écrits adressés à une cible toute particulière. La littérature de jeunesse est d'abord conçue comme l'ensemble des œuvres écrites de portée esthétique et didactique qui s'adressent principalement aux enfants âgés de 0 globalement à 18 ans, mais on va un peu au-delà et on s'arrête souvent à 25 ans. Il s'agit d'aider le public ciblé, notamment les enfants, les adolescents et les jeunes, à grandir socialement, à grandir culturellement. Dans les librairies formelles, ou celles communément appelées parterres, il y a assez souvent ces livres. 35 ans que Symphorien expose ses ouvrages à la vente, on y retrouve un peu de tout à coût réduit. De ce fait, son commerce est florissant. Les jeunes lisent beaucoup, ils achètent beaucoup de livres. Précisément les garçons. Il y a les filles qui n'achètent rien que les harlequins et consorts. Pour les petits-enfants, surtout les vacances, nous sortons les livres des petits-enfants et les parents viennent acheter. Joël, lui, est illustrateur-dessinateur. Il collabore avec des écrivains qui publient des ouvrages pour enfants comme les bandes dessinées. Sa perception du marché de la littérature de jeunesse au Bénin est tout autre. Il fut un moment où la littérature en général, les ouvrages illustrés plaisaient aux jeunes. En tout cas, du moins plus qu'aujourd'hui, parce que l'arrivée de l'Internet
Et tout ce qui va avec fait qu'aujourd'hui, la bande dessinée, les livres pour enfants n'ont plus vraiment leur place dans la société. Plusieurs initiatives sont mises en œuvre pour faire la promotion du livre et surtout des œuvres d'enfance-jeunesse. Mais en réalité, il faut un travail en amont. Je crois que là, il y a toute une politique commerciale qu'il faut mener. Parce que quelqu'un qui écrit un livre, il faut que le public sache qu'il y a un livre qui a été publié. Il faut que le public puisse avoir facilement accès à ce livre-là. Donc, toute une politique éditoriale, toute une politique de diffusion, toute une politique de promotion de ces ouvrages qu'il faut mettre en place. Ce qui est évident, le Bénin regorge d'écrivains dont l'écho de la renommée résonne bien au-delà des frontières. Reste à trouver l'alchimie unique qui fera réintégrer le livre dans les habitudes et faire fleurir un marché qui attend de l'être. C'est un dispositif présent sur certains véhicules permettant aux conducteurs d'observer l'arrière sans se retourner. Les rétroviseurs s'avèrent importants et utiles dans la conduite automobile. Quand ils ne sont pas absents, c'est qu'ils ne sont pas utilisés aux fins qui leur sont dévolues. Mais les automobilistes accordent sur son importance. Axel Dancy, Igor Ayosor, Marcel Arossi. C'est endommagé par quelqu'un ou bien par accident, vous êtes obligé de changer ça rapidement. De quoi parle Gilbert Huessin? Des rétroviseurs. Des rétroviseurs hors d'état d'usage, cela se constate fréquemment dans la circulation. Moi, ma moto qui a un rétroviseur, le rétroviseur est absent, c'est que j'ai eu un accident avant-hier. Le rétroviseur côté droit là, c'est même pas important pour moi. Sinon, le côté gauche là, c'est très important pour ceux à droite là. On ne peut pas conduire une moto sans des rétroviseurs. C'est inacceptable. Les rétroviseurs sont tellement importants que moi je ne peux plus conduire sans rétroviseur. La négligence des rétroviseurs n'est pas sans conséquences. Souvent il y a de graves accidents dans les feux tricolores parce que les gens veulent passer forcément le feu jaune et le motocycliste n'a pas eu le temps d'analyser son comportement parce qu'il n'a pas eu le temps de retourner sa tête vers l'arrière. Et tout ça là, c'est les rétroviseurs qui devaient les aider à franchir ces étapes-là. Donc il court beaucoup de risques lorsqu'ils ne règlent pas bien les rétroviseurs en circulation, que ce soit en voiture ou en moto. De forme spirale ou rectangulaire, ce dispositif permet aux usagers de la route d'observer son environnement sans pour autant se tourner la tête. Mieux, les spécialistes mettent un accent particulier sur cet outil et pour finir, préviennent. Quand tu rentres dans la voiture, tu règles le rétroviseur, la manière dont il faut le régler et ça sert à quoi, quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Donc tout ça là, on enseigne ça aux étudiants. Lorsque vous n'avez pas de rétroviseur au niveau de votre véhicule ou sur votre moto, vous êtes en infraction et vous devez être sanctionné par les forces de l'ordre. Et parfois, même si vous l'avez et que vous ne le réglez pas correctement, quand on remarque que votre rétroviseur regarde en haut ou bien que ça regarde en bas, surtout au niveau des motos, et on peut vous interpeller, vous ramener à l'ordre et parfois on peut vous sanctionner à cause de ça. Dispositif apparemment banal, mais les spécialistes insistent sur son importance. Pourtant, la réalité sur son usage reste mitigée. Pratiqué depuis plusieurs millénaires pour des raisons culturelles ou religieuses, le tatouage est de plus en plus considéré aujourd'hui comme effet de mode. Au Bénin, la pratique gagne du terrain et suscite beaucoup d'intérêt. Anthony Alaka et Jennifer Sativi. Ordinateur, stylo, encre, en plus d'une machine à tatouer. Voilà le matériel dont se sert Batolo pour faire du tatouage. Un métier qu'il exerce depuis une dizaine d'années. Comme bon nombre de ses pairs, il s'est auto-formé. Il y a un gars qui est venu faire le tatouage dans mon studio un jour, dont je lui ai demandé comment ça se passe. Il m'a expliqué, bon, bref. Et le jour automatiquement, j'ai commencé à tatouer aussi. Automatiquement, quand il est parti, j'ai fabriqué une machine. Le jour-là, je me suis tatoué. Voilà mon premier tatouage que j'ai fait. Après, j'ai commencé à tatouer les gens. Après, je me suis entraîné aussi sur le net. Ce que les Blancs font, je l'ai su chaque fois. Je ne me connecte pas l'Internet et puis je l'ai su chaque fois. Première étape, la reproduction au stylo du dessin voulu qui précède le tatouage à la machine. Le choix des images varie en fonction de plusieurs critères et d'un individu à un autre.
Il y a des gens qui amènent le dessin. Il y a des gens qui disent, bon, fais-moi un choix. Bon, j'ai fait Tête de Lion, j'ai fait Che Guevara. Bon, Che Guevara, c'est mon idole. J'ai fait un petit papillon aussi. C'est lion, et moi aussi c'est lion. Et le soleil que j'ai fait sur la peau, et vous voyez, dans cette vie, sans le soleil, l'homme ne peut rien. Donc, le dernier tatouage que je viens de faire maintenant, c'est ma maman. C'est ma chère maman et je l'aime beaucoup. Je l'aime et si je meurs, je vais aller montrer ça à Dieu, comment j'aime ma maman. Pour ceux qui l'ont adopté, le tatouage est avant tout une forme d'expression. Le tatouage est fait pour les émotions. C'est ce que tu as dans le cœur et tu veux parler et tu ne peux pas parler. C'est le silence du corps au fait. En Occident, ça ne leur dit rien. Quand tu fais un tatouage, c'est que tu as une émotion ou bien tu as quelque chose qui t'a frappé et tu as fait un tatou. Mais vu au Bénin, quand tu fais les tatouages, on te traite de délinquant, tout ça. Même s'il est parfois occasionnel, le tatouage peut être une activité génératrice de revenus pour ceux qui la pratiquent. Mon prix bas, c'est à partir de 30 000. Par semaine, au moins, si je ne gagne pas trop, au moins, je gagne au moins 200 000 par semaine, si je ne gagne pas. Mais si je gagne normalement, je peux gagner au moins 500 ou 800 000. J'ai même des élèves, j'ai au moins 4 élèves que je les ai appris comment ça se passe. Initialement pratiqué par les néo-chrétiens de la Rome antique pour marquer leur dévotion, le tatouage est une pratique qui date de plus de 4000 ans. En Afrique, les premiers à s'y adonner étaient les Égyptiens qui s'en servaient comme marque d'identification. Aux États-Unis, dans le Mississippi, la Maison Rose est la dernière clinique à pratiquer l'avortement. Dans cette région religieuse et conservatrice, cette clinique œuvre pour l'accès à l'interruption volontaire de la grossesse malgré les nombreuses difficultés. Reportage. À Jackson, dans le Mississippi, on l'appelle la Maison Rose. C'est la dernière clinique de l'État à pratiquer des avortements. Devant, ces militants anti-IVG ont bien l'intention de convaincre les patientes de renoncer à leur choix. Je pense que ce qui se passe ici est mal, parce qu'un bébé est un bébé dès sa conception. Notre Père le dit dans le texte. Avant qu'il ne les forme dans le ventre, il les connaissait, avant même leur naissance. Des bénévoles escortent les patientes pour éviter les militants trop insistants. La musique masque les voix des activistes qui parlent aux patientes depuis la rue. Venez avec moi, je vous emmènerai au centre pour les choix de grossesse. Ils ont de belles options pour la vie. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Ils les incitent ouvertement à aller dans ce centre anti-avortement, judicieusement installé sur le trottoir d'en face. La clinique pratique environ 200 avortements par mois. Ils n'ont lieu que 2 jours et demi par semaine car il faut faire venir des médecins d'autres États. Face au harcèlement, aucun médecin local n'accepte de les pratiquer. Le Mississippi, extrêmement religieux, accumule les restrictions pour rendre l'accès à l'avortement quasi impossible. Au-delà des contraintes physiques qu'elles doivent surmonter, elles doivent aussi faire face aux contraintes émotionnelles que ces personnes, cet État et leur religion leur imposent. Dans l'État le plus pauvre des États-Unis, il n'est pas toujours évident de faire le voyage pour les 2 rendez-vous médicaux, ni de débourser les $600 nécessaires. Ce qui se passe quand vous rendez l'avortement inaccessible ou que vous mettez tellement de restrictions, c'est que vous impactez ces femmes de manière disproportionnée. Les femmes aux bas revenus n'ont pas l'opportunité de manquer le travail pour pouvoir avorter. Comme le Mississippi, 6 autres États américains n'ont plus qu'un seul lieu d'accès à l'avortement. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. Rendez-vous demain au monde agricole. Oui, sur ce plateau même. Merci beaucoup pour la présentation de ce soir. On revient en plateau avec John Bédard. C'est de quoi on retient donc que la mode est un éternel recommencement. Au Bénin, on a identifié également le canevas comme un ancien style vestimentaire qui est refait donc en surface. Mais faut-il alors modifier l'ancien style qu'on veut ramener dans les habitudes vestimentaires aujourd'hui? Oui, il faut... Ça se modifie. C'est un constat qui est fait, ça se modifie pour plusieurs raisons. Pour moi, personnellement, la toute première des raisons, c'est que
La mode des années 90 a forcément des imperfections. Alors, pour la faire revenir, il faut la faire revenir sous une autre forme, beaucoup plus adaptée, plus chic, plus beau. Alors, ce besoin fait que quand ça revient, les designers font en sorte que ça soit beaucoup plus praticable. D'accord? Alors, sur ce, vous allez voir peut-être que c'est sur les motifs peut-être qu'on joue, ou sur le design, ou sur les couleurs. Et aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus tendance, c'est les couleurs. C'est les couleurs. Alors, est-ce que c'est ce qu'on a modifié ou c'est ce qu'on a apporté au Canva qui signe son retour dans le style vestimentaire des Béninois? Voilà. Quand je prends le Canva ou le Faso d'Anfani, c'était en blanc-noir, généralement. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez du Canva dans toutes les couleurs. Vous pouvez avoir du rouge, du violet, du bleu, du ciel, du rose. Voilà. Vous avez une multitude de couleurs. Ce qui n'était pas possible avant. Avant, quand tu t'habilles en Canva, c'était du blanc ou du noir ou de l'argenté. D'accord. Donc c'était pratiquement les 3 couleurs là qui étaient possibles. Mais aujourd'hui, quand c'est revenu en beaucoup plus coloré. Mais l'autre chose qui a également changé dans le Canva, c'est que c'est revenu en plus fin, en plus doux. D'accord. Avant, le Canva, c'était vraiment très lourd. C'est le Hachaoké, que nous avions rebaptisé Canva. D'accord. C'était très lourd, c'était vraiment... Ça donnait beaucoup de chaleur et c'était même difficile à coudre dans la machine parce que ça faisait casser les aiguilles. Okay. Alors, aujourd'hui, quand c'est revenu en plus fin, en plus coloré, ça veut dire que, comme je l'ai dit au départ, c'est beaucoup plus adapté. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ça facilement dans la machine. On peut porter ça pour tout. Alors, l'autre chose que le Canva, l'autre forme sur laquelle le Canva est revenu, en forme beaucoup plus moderne. Aujourd'hui, tu peux faire tes costumes avec du Canva. Tu peux faire des chemises avec du Canva. J'ai même des t-shirts en Canva. Un Canva, voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'elle est revenue, le Hachaoké ou le Canva, mais dans une forme beaucoup plus adaptée, beaucoup plus pratique, avec plus de beauté, avec plus de finesse, d'accord. Donc, la modèle revient, mais elle revient toujours avec une petite modification, pour rendre beaucoup plus praticable cette manière donc de s'habiller. Alors, à l'endroit, bien sûr, des stylistes, puisque vous êtes un conseiller, également des Béninois, de tout le public, que faut-il faire aujourd'hui pour rehausser notre style, avoir une identité en matière de style vestimentaire au Bénin? Merci. Je vais rappeler que la mode, je disais au début que la mode a plusieurs fonctions. D'accord. Alors, après la fonction de protection, vous avez la fonction de symbole. Elle est aussi symbolique. Alors, on s'habille parce qu'on veut faire peut-être, on veut montrer son statut. On s'habille parce qu'on veut montrer sa classe sociale, on s'habille parce qu'on veut montrer son identité. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, l'Afrique, le Béninois a besoin de montrer son identité vestimentaire, de montrer qu'elle n'est pas étrangère à cette mode, d'accord, africaine et beaucoup plus béninoise. Et pour cela, nous avions des matières. Le Canva, ce sont nos aïeux, c'est la royauté qui utilisait ça avant. Les grands rois béninois, dahoméens, utilisaient le Canva. Alors aujourd'hui, quand c'est revenu que tout le monde, le citoyen lambda peut l'utiliser, c'est vraiment le moment de s'en saisir. Il y a également le WAS qui, quand même n'étant pas un tissu fabriqué, un pain fabriqué en Afrique, a été adopté par les Africains. Alors c'est l'une de nos identités vestimentaires. Alors, quand moi je prends le Canva, que je prends le WAS, je crois qu'aujourd'hui nous devons beaucoup plus, en tant que la jeunesse ou toute personne, en tout cas tous les Béninois doivent comprendre que l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui on peut reconnaître un pays africain qui est en train d'émerger, c'est la culture, et c'est la culture vestimentaire. Et les grands hommes passent le message. Aujourd'hui, vous avez un tissu, vous avez un modèle qu'on appelle le Good Luck. Le Good Luck, il a suivi jusqu'un président s'habitue à porter le Good Luck, que ça prenne son nom. On lui a donné son nom. Alors, on aimerait aussi avoir un modèle talon ou un modèle, je ne sais pas. Alors, il nous faut ça. Il nous faut vraiment cette ça. identité. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et là, on espère bien avoir un autre modèle talon aussi. Voilà. Ce sera aussi bien. Pourquoi pas. Allez, c'est demandé, hein, c'est un conseiller qui le dit, tout simplement. Merci beaucoup à vous, John Médard, pour
tous ces conseils et tout ce développement que vous êtes venu faire sur ce plateau. Le grand rendez-vous, on va se retrouver dans notre centre de santé pour parler nature et bien-être aujourd'hui. Nature et bien-être aujourd'hui s'intéresse à la mauvaise haleine. Il paraît que c'est une maladie, oui, maladie qui a plusieurs causes et qui a même des maladies associées. Ah ouais, vraiment, le jeu en vaut vraiment la chandelle et il faut qu'on en parle. Et on a invité un spécialiste sur le plateau pour donc en parler. On suit d'abord ce reportage qui nous replonge dans notre culture. Ça me rappelle tout simplement mon enfance quand je pense à la brosse végétale, oui, à l'eau. Vous en avez pris vous aussi? Regardez le reportage. Bâton à mâcher, cure-dents, ramilles, bandes de tissu, plumes d'oiseaux, os d'animaux ou encore piquants de porc-épic, ce sont toutes des mesures d'hygiène buccale employées depuis la nuit des temps. Mais les bâtons à mâcher ont su avoir une cote d'enfer. Quand tu ne peux pas faire le matin là, tu n'auras pas le goût de ce que tu vas manger. Au marché d'Antokpa, des espaces sont réservés uniquement pour la vente de ces frottes-dents de provenance étrangère. Il y a la meilleure qualité qui vient du Libéria et Gabon. La seconde, c'est Bobet. Et la troisième, c'est le faux bois qu'on appelle Palimé. Aujourd'hui, la vente de ces types de bois se compte parmi les activités de luxe. La matière première de plus en plus rare, les difficultés de tous ordres s'accroissant, naturellement, le prix de revient fait fuir le consommateur. Avant même pour amener le cuir dans du Gabon, le taxe de transport était même à 1000 francs. Mais aujourd'hui, c'est à 3000 francs. Gabon, là, si tu dépenses 2 millions, tu peux en avoir. Maintenant, là, on ne peut pas. C'est doublé, c'est triplé même. Un camion. Avant, tout le 1 mois, 2 mois, ça vient. Mais aujourd'hui, dans une année, là, peut-être que ça vient 2 fois. C'est ça qui rapporte, c'est ça qui nous nuit aussi. Autant de contraintes qui néanmoins n'entachent en rien l'efficacité du produit. Très pratique pour ceux qui voyagent et indispensable pour les fumeurs et buveurs de café, la brosse à dents végétale est à la portée de toutes les bourses. En plateau, un chirurgien dentiste. Il s'agit de M. Marc-Aurèle Catraillet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Heureuse Danodé. Bonsoir, Assum Gaba. Très heureux de parler de la mauvaise haleine ou pas? Oui, tout à fait. Ah oui, vous êtes d'accord? Pas de mauvaise humeur, mais de bonne humeur pour parler de la mauvaise haleine. De la mauvaise haleine. Ah ouais, quand quelqu'un a de la mauvaise haleine à côté de vous, vous n'êtes pas de... Vous aurez les images. Ah oui, mais là... C'est vrai. On est renfroyé carrément. Oui, alors, parlons-en. Il paraît que c'est une maladie, la mauvaise haleine. Voilà, le médecin est là pour nous donner toutes les précisions, tous les détails concernant le sujet. La mauvaise haleine, déjà, c'est quoi, docteur? Bonsoir. Bonsoir. Oui. La mauvaise haleine, on l'appelle l'halitose. Et c'est l'air qui sort après expiration de la bouche d'un individu. Après expiration, oui, c'est-à-dire l'air que vous expirez pendant que vous parlez, pendant que vous respirez de votre bouche. C'est ça qui peut avoir une odeur fraîche ou désagréable. Et cette odeur désagréable s'appelle l'halitose parce qu'elle est causée par des microbes qui sont en bouche. Microbes qui sont dans la bouche. Qui sont dans la bouche. Alors, la bouche est c'est la porte d'entrée de l'organisme et c'est le premier contact avec l'extérieur. Tout à fait. Donc, tout ce que nous rencontrons dans la rue, dans l'air, sont dans notre bouche. Donc, tous les microbes qui existent sont à l'état
latent dans notre bouche parce que le système immunitaire de l'homme permet de gérer ces microbes-là et de les mettre à carreau, comme on le dit, ce qui permet à l'homme de n'être pas malade. Voilà un peu les images. Les vendeuses qui bavardent beaucoup là, il faut les éviter. Ah bon? Ah oui, mais si tous les microbes sont dans la bouche. Vous récupérez 90% de ce qu'elle vous envoie, quoi. Voilà. Alors la fermentation à l'intérieur de la bouche va provoquer des gaz volatiles. Et c'est ces gaz volatiles qui, pendant les échanges avec un interlocuteur, va déranger. On parlera alors de mauvaise haleine. D'accord. Mais quelles sont les réelles causes de la chose? Alors, pardon, je suis désolé. Pour parler de mauvaise haleine, les principales causes sont d'origine buccale. Donc 90% des causes de l'halitose sont buccales. Les 10 autres % sont ORL et encore, quand on prend les 10%, les 10%, 7% sont d'origine ORL et le reste, ça provient de maladies systémiques comme le diabète, les maladies du foie, les maladies du cœur et consorts. Donc, si je comprends bien, celui qui souffre du diabète, un diabétique, peut avoir mauvaise haleine, bien sûr. Vous avez parlé d'ORL. Celui qui souffre de la sinusite, par exemple, peut avoir la mauvaise haleine. Et... Alors, ce qui est caractéristique par rapport à la mauvaise haleine provoquée par les maladies systémiques, c'est que c'est en période de crise qu'on connaît la mauvaise haleine. Si vous faites une gastrite, dans la période où vous faites la crise de gastrite ou d'ulcère, vous avez des reflux, vous avez de fortes fermentations, ça va provoquer une mauvaise haleine. Si vous faites un diabète, pendant que votre taux de glycémie s'élève, pendant que tout se perturbe dans le système, dans l'organisme, vous aurez mauvaise haleine. Mais là, je ne dirais pas périodique, mais c'est occasionnel. C'est occasionnel. C'est occasionnel et à ce moment précis, vous-même, vous ne le savez pas, parce que vous le vivez avec, parce que en fait, celui qui a mauvaise haleine, il peut le ressentir 2-3 jours, mais après, il ne le ressent plus. Parce que les cellules olfactives s'habituent à cette odeur qui est de lui. Donc, à un moment donné, il perd ce sens de constater cette odeur de la bouche. De la bouche. Alors, il y a ma grand-mère qui disait qu'elle ne peut pas se taire 3 à 4 minutes parce que si on se tait trop, on a la mauvaise haleine. Est-ce que c'est une maladie aussi? Oui, en fait, je parlais des causes et j'ai d'abord situé. Alors, quand on prend j'ai dit que 90% sont d'origine buccale. Alors, si vous avez des caries, si vous avez une inflammation de votre gencive, si vous avez des problèmes de parodontopathie, les parodontopathie, ce sont les maladies des tissus de soutien. Je veux parler de la gencive, des ligaments, de l'os gingival, de la muqueuse buccale, c'est-à-dire tout ce qui est dans la bouche et qui est affecté. Si vous avez ces différentes maladies-là, si vous avez une angine, je rentre un peu déjà dans le côté ORL, vous aurez mauvaise haleine parce que dans ces creux, dans ce sang qui va fermenter, parce que si vous avez une inflammation de la gencive par exemple, vous aurez une gencive qui saigne. Ce saignement qui est une micro-hémorragie permanente va fermenter dans votre bouche et vous allez avoir très mauvaise haleine. Alors, ce saignement-là est provoqué par la présence de plaques dentaires. Ces plaques dentaires sont dues à une mauvaise hygiène buccale. Je dis souvent à mes patients, ce n'est pas parce que vous ne vous brossez pas,
Mais c'est parce que simplement, vous ne respectez pas certaines notions du brossage. Du brossage. C'est-à-dire changer sa brosse pour avoir une brosse de bonne qualité et se brosser au moins le soir avant de se coucher. Avant de se coucher. Alors, ces petites attitudes évitent l'accumulation des plaques parce que c'est les plaques qui sont irritantes pour la muqueuse buccale, ce qui fait saigner cette gencive et qui va donner une mauvaise haleine. Vous avez des caries dans ces trous. Les caries ne sont que des trous creusés par les microbes dans la dent. Dans ces trous vont s'accumuler des aliments qui vont fermenter et qui vont vous donner la mauvaise haleine. Vous êtes sous un traitement hypertenseur avec des diurétiques et tout ça, vous aurez une sécheresse buccale. La fermentation dans la bouche est accélérée quand la bouche est sèche. Donc cette fermentation va vous donner une mauvaise haleine. Donc, je ne sais pas, hein, vous n'avez pas répondu clairement à la question de Assioum, selon moi. Ne pas parler pendant 3-4 minutes. Alors, si vous restez la bouche fermée 3-4 minutes, non. Mais si vous couchez, par exemple, vous aurez la bouche fermée 4-5 heures. Et vous allez moins saliver. D'accord? Par conséquent, la fermentation sera accélérée et vous aurez mauvaise haleine. Tous ceux qui se mettent devant leur écran à travailler et à rédiger et ne parlent pas, s'ils ne boivent pas aussi de l'eau, ils auront une sécheresse buccale qui va fermenter et qui va donner une mauvaise haleine. Donc, ça veut dire que la mauvaise haleine n'est pas systématiquement liée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire? Ceux qui ne se brossent pas très bien les dents. Mais surtout, la principale cause, c'est buccale et une mauvaise hygiène buccale. Mais si vous avant qu'on ne parle de mauvaise haleine, c'est que l'odeur est perceptible par l'odorat de l'autre. Si vous avez une très bonne hygiène buccale, il y aura fermentation, mais les gaz volatiles ne seront pas perceptibles par l'odorat de l'autre. Il y aura les microbes qui vont fermenter, mais le gaz ne sera pas fort pour déranger. Parce que pour déranger, il faut dans les produits qui permettent une fermentation forte, il faut les protéines, il faut tout ce qui est mauvais, là, les restes d'aliments. Et tout ça va donner une très vilaine odeur parce que la mauvaise haleine, elle est répugnante, elle est repoussante. Et c'est des odeurs de crabe moisi, c'est des odeurs d'œufs pourris. Non, mais c'est sérieux ce que je vous dis. Ça, en réalité. C'est des gens devant qui vous ne pouvez pas rester 2-3 minutes, vous êtes obligé de prendre du recul. Et là, ça devient ça pose un problème social, surtout chez un cadre qui ne peut pas parler à ses collaborateurs. Ça pose un problème. Vous êtes obligé de supporter le patron qui est en train de vous envoyer du gaz à tout moment. Mais là, vous serez rassasié avant qu'on ne vous paie le salaire. Rassasié carrément. Rassasié. Bon, c'est juste pour blaguer. Alors, la solution, c'est donc faire en sorte que même la fermentation ne puisse pas dégager de gaz. C'est ça, en réalité? Oui. C'est-à-dire, dans la bouche, ça fermente tout le temps. Tout le temps. Il y a tout le temps, puisqu'il y a beaucoup de microbes. D'accord? Dans la bouche, il y a tout le processus est permanent. Donc, la première chose pour ne pas avoir une sécheresse buccale, c'est de se réhydrater correctement. Aujourd'hui, nous ne savons plus boire de l'eau. On boit au repas et on boit mal parce qu'on boit beaucoup, parce qu'on n'a pas bu dans la journée. Il faudra boire en dehors des repas. Pour se réhydrater, c'est plutôt en dehors des repas qu'il faut boire de l'eau, mais pas au repas. Au repas, il faut juste accompagner de l'eau pour étancher, se rincer la bouche. Voilà. Mais là, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter lorsqu'on a la mauvaise haleine? Le mal est encore que celui qui en souffre ne sait pas qu'il en souffre, mais quand même, quand s'inquiéter? Est-ce que c'est lorsque vous voyez votre interlocuteur enfreigner la mine qu'il faut déjà s'inquiéter?
Alors, j'ai des patients qui se plaignent parce que les interlocuteurs ont des gestes qui leur ont des gestes qui les dérangent. Oui. Mais dans 90% des cas, c'est des tics chez l'interlocuteur. Ce n'est pas forcément eux qui ont mauvaise haleine. Quelqu'un qui fait ou se gratte l'oreille ou se racle la gorge, ce n'est pas parce que vous avez mauvaise haleine qu'il le fait, mais c'est qu'il a un tic qu'il a développé avec le temps. Alors, celui qui a mauvaise haleine, généralement, ne le sait pas. C'est un proche qui lui dira « Mon frère, mon fils, mon mari, tu as mauvaise haleine et il faudra que tu ailles te faire consulter et te soigner. » Parce que lui-même, il ne le sent pas. Au début, il peut le sentir, mais après, il ne le sent plus. Maintenant, l'alerte, c'est quand vous commencez à avoir des plaques dentaires et que vous remarquez les plaques dentaires, quand vous saignez au brossage, quand vous avez régulièrement la bouche sèche, même si vous avez bonne haleine, vous pensez, consultez parce que forcément, si vous avez une sécheresse buccale permanente, c'est que vous êtes forcément déshydraté et ça peut accentuer. Ça peut accentuer vraiment votre haleine si elle est continue. D'accord. Le temps, malheureusement, qui nous est imparti tire à sa fin. Je ne sais pas si, parce qu'il y a encore d'autres choses à dire. C'est même fini. Il y a des solutions, il y a des astuces que la majorité de ceux que nous croisons aujourd'hui ont des chewing-gums dans la bouche et tout, les astuces et tout ça, on va en parler. On va y revenir vendredi, si vous voulez. Non, c'est jeudi. Jeudi plutôt. Si le docteur nous le permet. Non, je ne sais pas vous promettre ça pour ce jeudi parce que je suis très bousculé. Dans mon emploi du temps. Mardi? Actuellement. Non, je ne peux pas vous répondre sur le plateau. Ok, donc on va échanger après le plateau. Vous ne me prendrez pas. Donc tout est possible. On peut avoir docteur jeudi prochain, c'est bien possible. Merci à Siongama. Merci vraiment, docteur. Oui, le temps est vraiment parti parce que le sujet est aussi très intéressant. Je pense que ce serait bien qu'on revienne pour parler vraiment des solutions qu'il faut. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes bien élégant ce soir. Merci beaucoup. Merci, heureuse. Merci, je suis heureux de le savoir. Allez, le grand rendez-vous, cette fois-ci, nous sortons de l'hôpital, de chez le dentiste, pour nous retrouver ou sur la toile, carrément, pour l'actualité. Voilà, l'actualité, c'est l'actu web. Merci d'être fidèle au rendez-vous de la revue de l'actualité en ligne. Bonsoir à chacun et à tous. L'information est officielle depuis ce mardi matin. C'est sur le site de la Radio France Internationale RFI que nous l'avons lu. Le troisième petit-fils de la reine Elisabeth II est né. Kate Middleton, l'épouse du prince William, a donné naissance lundi au troisième enfant du couple. C'est à 11h01 que le nouveau bébé royal a vu le jour et radieux, le couple Kate et William s'est laissé volontiers photographier en compagnie de leur second fils, un gros poupon de 3,8 kg, endormi dans les bras d'une duchesse de Cambridge maquillée et coiffée avec soin, portant robe rouge éclatante et talons hauts, elle qui avait accouché à peine quelques heures plus tôt. Dès la nouvelle connue, un crieur public en habit rouge et chapeau à plumes était venu officialiser l'arrivée du troisième bébé Cambridge, toute cloche dehors. Souhaitant longue vie au petit garçon, il a rappelé qu'il était désormais 5e dans l'ordre de succession au trône britannique. Pour connaître le prénom du bébé, il faut encore attendre 1 ou 2 jours. Mais déjà, parmi les favoris des parieurs figure le prénom Arthur, Albert, Frédéric ou encore Philippe. Bonne arrivée donc au nouveau-né. Facebook et la société Cambridge Analytica sont à nouveau devant les médias et les députés britanniques. Le site de la chaîne de télévision France 24 a publié ce matin mardi l'information et écrit « L'auteur de l'application Facebook qui est au cœur du scandale devant les députés britanniques ». Le psychologue Alexander Kogan, concepteur de l'application qui a permis à la société Cambridge Analytica de recueillir les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook, doit être entendu ce jour par une commission parlementaire britannique qui enquête sur ce scandale.
L'application de test psychologique conçue par le chercheur de 32 ans, téléchargée par 270 000 utilisateurs du réseau social, a permis à Cambridge Analytica d'accéder à leur insu aux données de leurs amis, soit à près de 90 millions de personnes au total selon Facebook. L'auteur de l'application à polémique qui donne de l'insomnie au PDG de Facebook est le patron de Global Science Research, GSR, une entreprise qu'il a créée en 2014. Parmi les clients de cette entreprise figurait Strategic Communication Laboratories, SCL, la société mère de Cambridge Analytica. Toute analyse bien faite porte à croire qu'Alexander Kogan a aussi des révélations à faire au sujet des faits qui sont reprochés à Facebook. Nous finissons la revue de l'actualité en ligne par cette information publiée par La Nouvelle Tribune. Nous sommes au Bénin. Lancement d'un emprunt obligataire de 60 milliards. Pour améliorer donc les conditions de vie des populations, l'État du Bénin, représenté par le Trésor public, a lancé ce 23 avril 2018 sur le marché financier de l'UEMOA un emprunt obligataire de montant de 60 milliards de francs CFA. L'objectif de cet emprunt est de financer certains projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Bon à savoir, un emprunt obligataire est un instrument financier émis par une personne morale, État, collectivité publique, entreprise publique ou privée, qui reçoit en prêt une certaine somme d'argent de la part des souscripteurs des titres. Merci pour votre oreille attentive. Fin de la revue de l'actualité en ligne lue pour vous sur la toile. À demain pour de nouvelles informations. Merci beaucoup pour l'actu web. Avant de partir définitivement, nous allons suivre la météo pour la seconde fois sur ce grand rendez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que merci. Merci beaucoup d'avoir suivi le deuxième grand rendez-vous de cette semaine. Demain à 19h00, on va se retrouver pour le troisième numéro du grand rendez-vous pour le compte de cette semaine. En attendant, passez une très bonne soirée sur BB24. Ciao.